BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. Vous êtes un des spécialistes reconnus aujourd'hui des questions d'immigration. Et vous avez remis hier un rapport sur l'aide médicale d'État. Un rapport d'ailleurs transpartisan. Vous êtes un homme de droite, mais vous l'avez écrit avec l'ancien ministre Claude Évin. Vous considérez que cette aide médicale d'État, après analyse, après enquête approfondie, c'est utile à la fois socialement et médicalement. Ça va plutôt à l'encontre d'un certain nombre d'idées de votre famille politique. Oui, je rappelle que la lettre de mission qui nous avait été adressée au début du mois d'octobre ne nous posait pas la question de savoir s'il fallait supprimer ou pas l'AME. Elle nous posait la question de savoir si les mécanismes de cette aide étaient suffisamment régulés et si nous pouvions éventuellement proposer des adaptations. Donc moi, je me suis inscrit dans le cadre de cette lettre de mission et nous avons fait un certain nombre de constats. D'abord, nous avons envoyé au gouvernement un signal d'alarme sur l'évolution du nombre des bénéficiaires de cette aide. Un nombre qui est en hausse. Puisque ce nombre connaît en effet une accélération assez forte depuis 2 ou 3 ans, qu'on estime qu'à la fin de l'année, si la tendance observée depuis le début de l'année 2023 se poursuit, on aura 466 000 bénéficiaires de l'AME, ce qui veut dire en termes psychologiques qu'on franchira probablement, si ce rythme se poursuit, le cap des 500 000 bénéficiaires de l'AME l'année prochaine. Mais ça traduit aussi tout simplement l'augmentation du nombre d'étrangers en situation irrégulière. C'est l'un des indicateurs de ce nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Alors ça traduit la difficulté à maîtriser les flux d'entrée. Ça traduit la difficulté que rencontre le ministère de l'Intérieur à éloigner les clandestins qu'il a pu identifier et interpeller. Ça traduit aussi, et nous insistons dans le rapport sur ce point, ce que j'appellerais l'installation d'une partie des étrangers en situation irrégulière dans une situation de clandestinité de longue durée. On observe d'ailleurs que la moyenne... Est-ce que l'AME participe à ça ou n'en est que l'un des indicateurs ? Alors, dans le rapport, nous écrivons que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité en France. Moi, je ne crois pas qu'on immigre en France pour bénéficier de l'AME, puisque la question était posée. On immigre en France parce que on connaît quelqu'un dans la diaspora de son pays d'origine qui est installé en France, qu'on sait qu'on pourrait y recevoir une aide, qu'on est francophone, qu'on vient d'un pays qui était autrefois une colonie française. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles on immigre en France. En revanche, ce que nous écrivons dans le rapport, c'est que l'AME contribue au maintien dans la clandestinité. Il n'y a pas que l'AME d'ailleurs. Le fait de pouvoir bénéficier d'une garantie santé, évidemment, ça contribue au maintien dans la clandestinité. Il y a un autre facteur qui contribue au maintien dans la clandestinité, c'est le fait que quand vous êtes clandestin et que vous avez des enfants, vos enfants sont scolarisés sans aucune condition dans le système éducatif français. Et que je sache, personne, je crois, n'a jamais proposé de remettre en cause la scolarité des enfants des personnes qui sont en France en situation. C'est très intéressant ce que vous dites. En situation on va analyser irrégulière. vraiment votre rapport, mais là, ce que vous dites, au fond, là, c'est une réponse très politique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au moment, et on va y revenir, où la loi sur l'immigration est discutée à l'Assemblée nationale, où elle vient de traverser le Sénat, cette question de l'AME a un peu cristallisé tous les fantasmes. Et encore une fois, d'une partie de votre famille politique qui en demandait la suppression. L'AME a d'ailleurs été supprimée une première fois par le Sénat. Elle vient d'être rétablie au moment où on se parle par l'Assemblée nationale, mais on verra évidemment le débat. C'est pour ça que je voulais recevoir aujourd'hui, pour savoir ce qu'il en est. On y viendra. Alors, nous avons donc envoyé un signal d'alarme au gouvernement sur l'évolution du nombre des bénéficiaires. Et puis, nous avons fait un certain nombre de constats qui sont troublants. J'en citerai 2. Le premier, c'est d'abord une faille béante. Nous avons fait le constat que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est-à-dire lorsque la justice
ou lorsque le ministère de l'Intérieur, le ministre ou les préfets ont pris une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger. Les fameuses OQTF, obligation à quitter le territoire. Oui, mais aussi l'arrêté d'expulsion, qui peut être pris soit par le ministre, soit par les préfets pour menaces graves à l'ordre public, ou encore une mesure judiciaire qu'on appelle l'interdiction judiciaire du territoire français. Ça n'a aucun effet sur le droit à l'AME. C'est-à-dire que si vous continuez à bénéficier de l'AME alors même que vous faites l'objet... Vous faites l'objet d'une OQTF, vous vous présentez à l'hôpital, on vous soigne, y compris et vous continuez sur à bénéficier de l'AME. Donc il y a là, dans le dispositif, une faille absolument béante, et nous proposons de la combler en suggérant au gouvernement de décider que les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement pour menace à l'ordre public perdront le bénéfice de l'AME. Ça, c'est une proposition que j'ai formulée conjointement avec M. Evin. Alors, ensuite, deuxième catégorie de constats troublants. Nous avons constaté que l'AME, elle a été auscultée à plusieurs reprises au cours des dernières années par une série d'experts qui ont fait des propositions depuis des années. Et il y a 4 de ces propositions qui n'ont jamais été mises en œuvre. Alors, je vais les dérouler rapidement. La première... Les gens qui défendent de manière inconditionnelle l'AME disent l'AME c'est important parce que ça permet de saisir la situation de santé d'un étranger assez tôt, avant que son état de santé ne se dégrade et qu'il arrive en très mauvais état à l'hôpital où ça coûtera très cher. Alors, si on veut faire de la prévention, il faut commencer par faire un bilan de santé sur les personnes qui arrivent en France. Aujourd'hui, on le fait pour les personnes qui arrivent régulièrement en France. On ne le fait pas, ou en tout cas de manière très insuffisante pour les demandeurs d'asile, et on ne le fait pas du tout pour... Ça veut dire que dans les centres d'accueil par lesquels transitent parfois ceux qui font une demande d'asile et qui ensuite se retrouvent parfois pendant des mois dans une situation irrégulière en France, il n'y a pas du tout de bilan médical. Alors, pour les demandeurs d'asile, il y a un embryon de bilan de santé, mais ça reste très insuffisant. Et pour les bénéficiaires de l'AME, il n'y a pas d'examen systématique de santé au moment où ils font la demande de l'AME. Ça a été proposé par vos prédécesseurs. Non, mais ça a été proposé par les plus hautes autorités de santé, par le Haut Conseil de la Santé, enfin, etc. Ça n'a pas été mis en œuvre. Ensuite, il y a 3 autres propositions qui n'ont pas été mises en œuvre. Il y a l'informatisation de la carte de bénéficiaire de l'AME, à l'identique de la carte vitale, et ça permettrait à la fois de mieux connaître la consommation de soins des bénéficiaires de l'AME et de mieux contrôler l'évolution de cette consommation. Parce qu'il y a de la fraude, parce qu'il y a des fausses... On va en dire un mot. On va en dire un mot. Donc, informatiser la carte de bénéficiaire de l'AME. On propose aussi de s'interroger, alors ça c'est un peu technique, mais c'est quand même important, sur la définition des bénéficiaires de l'AME. Aujourd'hui, dans la catégorie des ayants droit, on trouve les enfants mineurs, ça tout le monde est d'accord, mais on trouve aussi le conjoint ou le partenaire ou le concubin, alors même qu'il est majeur et qui pourrait pour lui-même demander éventuellement le bénéfice de l'AME. Et puis on trouve, c'est très curieux, ce qu'on appelle la notion de cohabitant. C'est quoi ça ? Cohabitant, on ne sait pas très bien. Donc ça semble vouloir dire qu'une personne qui vivrait avec un bénéficiaire de l'AME pourrait être considérée comme un ayant droit. Ce qui n'est pas le cas de la sécurité sociale classique. Évidemment pas c'est pas le cas de la sécurité sociale classique. Et cette analyse de ce que j'appelle la définition du cercle familial, qui a besoin d'être revue, nous proposons de limiter les ayants droit aux mineurs, doit s'accompagner d'une réflexion sur les ressources, puisque l'AME est une aide qui est accordée sous condition de plafond de ressources, c'est-à-dire que si vos ressources dépassent un certain plafond, vous n'y avez pas droit, mais encore faudrait-il qu'on prenne en compte les ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire. Parce que pour l'instant, ça ne repose que sur les seules ressources du bénéficiaire nominal. Absolument. Donc ça veut dire que le foyer peut gagner davantage, mais ce n'est pas pris en compte. Tout à fait. Donc vous voyez, on a pointé toute une... Ça coûte combien, tout ça ? Ça coûte 1 milliard d'euros, pour simplifier. Et ça vous paraît en hausse ? Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien parce que le nombre de bénéficiaires est de toute façon... Alors fondamentalement parce que le nombre des bénéficiaires augmente. Un peu aussi parce que, mais ça c'est technique, la dépense par consommant, c'est-à-dire la dépense par nombre de personnes qui sont à l'AME et qui consomment effectivement des soins augmente un petit peu pour des raisons techniques. Bon, donc voilà, nous avons fait une série de constats qui sont quand même des constats troublants et nous avons formulé des propositions
pour remédier à... Je ne veux pas vous décourager, Patrick Stefanini, mais enfin, vous nous dites quand même que des propositions, il y en a déjà eu, des rapports sur l'AME, il y en a déjà eu, et que visiblement, la plupart de ces propositions n'ont jamais été mises en œuvre. Alors ça, c'est maintenant la responsabilité du gouvernement et du Parlement. Je ne sais pas, moi, ce que le gouvernement fera de notre rapport. C'est sa responsabilité. La plupart des propositions que nous formulons sont des propositions de nature législative, donc on ne réglera pas les problèmes que nous avons. Si vous voulez, on a levé un certain nombre de lièvres, pour parler clairement. On a levé un certain nombre de lièvres. On a formulé des propositions pour remédier à ces lacunes. La plupart de ces propositions sont de nature législative. Et enfin, je voudrais ajouter un dernier point qui me paraît très important. On a envoyé un signal d'alarme, on a fait des constats qui sont troublants, et on a fait des propositions pour y remédier, mais on a aussi posé deux questionnements assez fondamentaux. Le premier, c'est la question des soins chroniques, c'est-à-dire des soins qui sont délivrés aux étrangers en situation irrégulière, mais dans la durée. Vous avez dans le rapport, en page 53, un tableau qui... Le rapport, il est public, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Un tableau qui montre l'évolution de ce qu'on appelle les séances. Alors, c'est un terme technique du droit de la sécurité sociale et du droit de l'assurance maladie. Ça recouvre la dialyse, ça recouvre la chimiothérapie, la radiothérapie, l'oxygénothérapie et un certain nombre d'autres prestations de soins qui correspondent à des parcours de soins chroniques. Et on sait qu'un certain nombre d'étrangers arrivent en France, parfois d'ailleurs en situation régulière. Enfin, je veux dire, ils ont un visa, ils peuvent pénétrer régulièrement sur le territoire français. Mais dès leur arrivée en France, ils s'inscrivent dans un parcours de soins urgents, parce que leur état de santé le nécessite. Le nécessaire, oui. Ils s'inscrivent dans un parcours de soins urgents, mais ce parcours de soins urgents, il va les engager, mais surtout engager les structures hospitalières ou les cliniques privées. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Patrick Stefanini? Je veux dire qu'il ne faudrait pas qu'ils commencent ce parcours en même temps. Si, il y a urgence. Quand ils arrivent, il y a urgence. Quand vous arrivez en France, vous n'avez pas été dialysé. On ne va pas les laisser tomber au milieu de la dialyse. Quand vous n'avez pas été dialysé depuis 2 ou 3 jours, il faut en effet être immédiatement dialysé. En revanche, il y a dans le droit français un titre de séjour qui s'appelle le titre de séjour pour étrangers malades. Et l'attribution de ce titre de séjour pour étrangers malades répond à 2 conditions. D'abord, il faut que vous soyez atteint d'une pathologie grave et que le défaut de soins mette en jeu votre pronostic vital. Et deuxièmement, on vérifie que vous ne pouvez pas être soigné effectivement, que vous ne pouvez pas accéder effectivement au programme de soins approprié dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est la 2e condition pour l'attribution du titre de séjour étranger malade. Et cette question-là, la question est-ce que l'étranger concerné peut être soigné dans son pays d'origine, elle n'est jamais posée dans le cadre de l'AME. Donc, ce que nous suggérons, nous posons 2 questions dans le rapport. Une première question sur ces étrangers qui arrivent et qui bénéficient tout de suite de soins qui sont des soins lourds et qui vont ensuite ouvrir sur un parcours de soins chroniques dans le cadre des soins urgents. Et nous posons la question, est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier que ces soins ne pourraient pas être donnés dans le pays d'origine? C'est quand même une question de bon sens. Et c'est une question qu'on se pose, par exemple, dans un pays comme le Danemark. Au Danemark, avant de permettre à un étranger en situation irrégulière d'accéder à des soins non urgents, on se pose la question de savoir s'il ne peut pas être soigné dans son pays d'origine. Nous n'apportons pas de baguette magique. Nous n'apportons pas, sur ce dernier point, une solution clé en main au gouvernement. Mais nous appelons son attention sur le fait qu'il peut y avoir une dérive par l'intermédiaire des soins urgents. Vous verrez les chiffres qui sont cités sur ce que j'appelle les séances. Les chiffres qui sont cités dans le rapport. En 2022, on a eu plus qu'un doublement du nombre des séances correspondant à ces soins, donc là, dialyse. Vous alertez là-dessus. On pointe une difficulté. Patrick Stefanini, évidemment, votre rapport, il n'arrive pas à n'importe quel moment. Il arrive au moment où la loi immigration est en discussion à l'Assemblée nationale. Au moment où l'on se parle, Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat, redit l'AME est un appel d'air. J'ai bien compris que vous constatez que ce n'est pas le cas. Hein. On est bien d'accord. Nous disons que l'AME... Il s'entête à le dire, mais vous... Ah oui, moi, je ne le dis pas et je dis simplement, et c'est écrit dans le rapport, que l'AME, en revanche, contribue au maintien en situation irrégulière en France. Et par ailleurs, vous parlez aussi de ces questions Mais il faut qu'on dise un mot de l'amendement du Sénat. Attendez. Sur le délit, sur les délits de séjour irrégulier, sur la question du droit à venir pour raison médicale, comme vous dites, tout cela, au fond, il y a quand même une étrangeté, c'est qu'on vous a demandé de faire ce rapport, mais la Première ministre a déjà laissé entendre
que ça n'aurait rien à voir avec la loi immigration parce qu'elle ne répondrait à vos remarques que par la voie des amendements, enfin non pas des amendements justement, mais des règlements. J'ai bien quand même compris, et vous me l'avez glissé, que vous demandies des lois. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais la question... Et pourquoi ça ne rentrerait pas dans la loi immigration? La question est très politique. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Elles sont à disposition du gouvernement et elles sont à disposition des parlementaires. Donc certains pourraient soutenir qu'on peut s'emparer immédiatement de nos propositions pour modifier le texte de loi qui est actuellement en discussion et commencer à reprendre certaines de nos propositions. À l'inverse, on peut penser que nous avons mis en exergue dans ce rapport le fait que la question qui avait intéressé le Sénat, qui était la question de la définition du panier de soins. Est-ce qu'on a le panier de soins large aujourd'hui de l'AME ou est-ce qu'on passe à une aide médicale d'urgence? Bon, cette question du panier de soins, elle est importante, mais dans notre rapport, nous avons pointé du doigt le fait qu'il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Je les ai énumérées, je n'y reviens pas. Les mesures d'éloignement, la définition du cercle des bénéficiaires, la question de la ressource, la question de l'informatisation de la carte, etc., etc. Tout ça n'avait pas été vu dans l'amendement du Sénat. Et donc, on voit bien qu'il y a, un foisonnement. Attendez, il y a un foisonnement de questions qui fait que l'amendement du Sénat braquait le projecteur sur un problème, mais il en ignorait toute une série d'autres. Alors après, la question de savoir si tout ce que nous avons mis en exergue, tous les dysfonctionnements que nous avons soulignés dans notre rapport, toutes les améliorations possibles, est-ce qu'elles doivent être intégrées dès maintenant dans le texte, ou est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'un projet de loi distinct? Ça, c'est au gouvernement et au Parlement d'en décider. Moi, je signale simplement qu'initialement, nous devions rendre notre rapport pour le 15 janvier. On nous a demandé d'accélérer et de le rendre pour début décembre. Ça fait 6 semaines en moins, Apolline. Donc, on a travaillé 6 semaines là où on aurait pu travailler 12 semaines. Donc, ça veut dire qu'on est allé peut-être un peu vite sur un certain nombre de sujets, que peut-être on a besoin d'approfondir. Si on vous a demandé d'accélérer, c'est aussi parce que précisément, il y a le temps politique. C'est là qu'il y a la contradiction. On nous a demandé, Apolline, on nous a demandé... Vous êtes politique, vous l'avez été au minimum. Non, là, je m'exprime en tant qu'expert. On nous a demandé d'accélérer la production de notre rapport pour le rendre début décembre. Et à l'époque, on nous a dit c'est parce que la loi immigration va arriver à l'Assemblée nationale. Plutôt, elle arrive le 11 décembre. Bon, finalement... Et maintenant, on vous dit ça n'a rien à voir, on s'en occupera après. Non, mais Patrick Stefanini, moi, je voudrais quand même comprendre une chose. Vous le dites, vous êtes devenu expert, vous avez longtemps été du côté des politiques. Bruno Retailleau, qui continue à dire c'est un appel d'air alors que vous avez fait la démonstration et il peut avoir confiance en vous. Oui, c'est une appréciation qui est politique. Voilà. Donc ça, non, mais disons qu'il peut avoir confiance en vous. Et il continue à dire l'AME est un appel d'air. Vous avez fait la démonstration qu'il y avait un certain nombre de failles, mais qu'en tout cas, ça n'était pas un appel d'air. Que ce n'était pas pour ça qu'on traversait la Méditerranée. Que ce n'était pas pour ça qu'on allait s'entasser sur des radeaux. Donc, on l'a bien compris, il y a une partie politique qui est qu'on ne veut pas voir les faits. Peut-être, mais bon, là, les politiques ont leur calendrier. Ils ont parfois des problèmes de posture. Moi, je n'ai pas ce type de soucis. Donc, avec Claude Évin, nous avons pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Nous avons dit que ça n'était pas l'AME qui conduisait les immigrants à venir en France. Nous avons dit qu'en revanche, l'AME contribuait au maintien dans la clandestinité et que ça, par contre, ça interpelle nos concitoyens parce que, Apolline, il faut rappeler pourquoi est-ce que ce sujet est si passionné dans le débat politique et dans le débat public. Il est passionné parce que un Français modeste, un Français qui gagne 1 200 ou 1 400 euros par mois, lui, il accède à sa couverture santé en payant un ticket modérateur. Le bénéficiaire de l'AME, qui est un étranger en situation irrégulière, lui, il ne paye pas de ticket modérateur. Donc, vous avez forcément... Un sentiment d'injustice ? Forcément, dans la grande majorité de nos concitoyens, sinon un sentiment d'injustice, en tout cas une interrogation sur cette situation. Donc voilà, nous avons mis sur la table une série de propositions. C'est maintenant au gouvernement de s'en saisir. J'ai cru comprendre qu'il allait le faire. S'il veut reprendre nos propositions, il faudra passer par des modifications législatives. Ça, je le dis avec beaucoup de clarté. C'est pas pour l'essentiel
un sujet réglementaire, c'est pour l'essentiel un sujet législatif. Bon, puis après, le calendrier parlementaire... On verra bien ce qu'ils en font. Voilà. Patrick Stefanini, en ce moment même, cette discussion sur l'immigration, avec 3 points particulièrement sur lesquels je voudrais interroger celui qui a justement été secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale, les quotas, la question du regroupement familial et un mot aussi sur l'automaticité du droit du sol. Ces 3 points ont été particulièrement discutés par le Sénat. Quotas, oui, non ? Oui, il faut faire des quotas. Moi, c'est mon opinion personnelle. Mais pour faire des quotas, il faut réviser la Constitution. Sinon, Apolline, on fait des quotas bidons. On fait des quotas d'affichage, mais qui n'auront aucune application aucun possible. Effet. Donc, si on veut faire des vrais quotas, applicables notamment à l'immigration familiale, il faut, avant de faire une loi ordinaire, il faut faire une loi constitutionnelle. Regroupement familial, allonger le délai de présence en France pour pouvoir faire venir les autres, avoir des ressources stables, suffisantes et régulières. Ça, je veux dire, la directive européenne le prévoit. Nous n'étions pas allés au taquet de ce que prévoit la directive européenne, c'est-à-dire 2 ans de présence en France pour pouvoir faire jouer le regroupement familial. Nous en étions restés à 18 mois. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et devoir demander la nationalité plutôt que de l'obtenir automatiquement à 16 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de jeunes qui accèdent, c'est pas seulement à 16 ans, hein, ça peut être dès l'âge de 13 ans, qui accèdent automatiquement à la nationalité française. Alors, ça pose 2 problèmes. D'abord, certains d'entre eux, je pense notamment à des mineurs âgés de 16 ans et un peu plus, qui ont pu commettre des actes de délinquance. Donc ça pose un problème pour l'accès à la nationalité française. Et puis, l'accès à la nationalité française, ça devrait être quelque chose de très solennel. Ça l'est dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, vous prêtez serment au moment où vous devenez canadien ou américain, enfin, etc. Et c'est envisagé, et ça fait partie d'ailleurs des amendements qui sont sur la table. Patrick Stefanini, merci de nous avoir éclairé avant ces débats qui s'annoncent donc assez houleux autour de la loi immigration. Je rappelle que vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale et que votre rapport sur l'AME a été rendu public 8h53 sur RMC BFM TV.